On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonsoir. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Enfin. Avec au menu aujourd'hui Emmanuel Macron interrompu par des manifestants à La Haye. Le président français venu prôner la souveraineté économique de l'Union européenne et davantage d'intégration. 2 jours après ses propos controversés sur l'autonomie stratégique vis-à-vis de la Chine et surtout des États-Unis en pleine manœuvre chinoise au large de Taïwan. Et puis Joe Biden fait un pas de plus vers une nouvelle candidature. Il se dit prêt en tout cas. Va-t-on vers une réédition de l'affiche Biden-Trump de 2020 ? C'est en tout cas le scénario le plus probable à l'heure actuelle au vu des sondages, avec 2 candidats qui ne sont pourtant pas au mieux de leur forme. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'était donc aujourd'hui l'explication de texte d'Emmanuel Macron, 4 jours après l'entretien qu'il a accordé au quotidien Les Échos à son retour de Pékin vantant l'autonomie stratégique de l'Europe. Le chef de l'État a prononcé à l'Institut de recherche Nexus à La Haye un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne. Discours d'abord brièvement interrompu par des manifestants visiblement hostiles à sa réforme des retraites ici en France. Il y a des endroits où vous pouvez avoir de la violence. C'est exactement les endroits où ce genre d'expressions sont interdites. C'est pourquoi je crois qu'il est très important d'avoir un débat social. Et je peux répondre à toutes vos questions sur ce qu'on est en train de discuter en France. La loi qu'on est en train de faire passer et en quoi c'est une démocratie. Emmanuel Macron qui a ensuite repris 1 heure durant le fil de son discours, insistant donc sur la nécessaire souveraineté économique de l'Europe. Si vous acceptez de perdre votre souveraineté, c'est-à-dire si vous acceptez de dépendre d'autres puissances, vous vous mettez dans la situation de ne plus décider pour vous-même, de ne plus prendre en charge de continuer à développer et préserver votre propre identité. Défendre notre souveraineté ne signifie pas se détourner de nos alliés, mais être capable de choisir nos partenaires et nos propres destinées, plutôt que d'être témoin de la dramatique évolution de ce monde. Alix Le Bourdon, vous l'avez suivi depuis Bruxelles pour France 24, un discours qui rééquilibre un peu l'impression laissée au retour de Pékin d'une attitude jugée trop conciliante envers la Chine. Alors en effet, on a senti aujourd'hui à La Haye, dans le discours d'Emmanuel Macron, une sorte de rééquilibrage après ses déclarations sur Taïwan à son retour de Chine qui ont immédiatement été sous le feu des critiques. Alors ce discours de La Haye aujourd'hui, c'était finalement un peu la suite du discours de la Sorbonne d'il y a 6 ans, discours durant lequel le président français avait défendu l'idée d'une Europe forte, mais à l'époque, il parlait plus d'une souveraineté diplomatique, alors qu'aujourd'hui, à La Haye, il a plus mis en avant également cette Europe forte, mais plus sous l'angle d'une souveraineté économique et industrielle, une souveraineté qu'il a déclinée en plusieurs piliers. D'abord, la compétitivité, mais également la politique industrielle. Emmanuel Macron voudrait une réponse européenne aux États-Unis qui, vous le savez, subventionnent massivement leur industrie verte, des mesures qui sont perçues par les Européens comme une distorsion de concurrence. Emmanuel Macron voudrait un assouplissement du régime des aides d'État, mais également une dette commune pour permettre à des plus petits pays d'également subventionner leur industrie verte. Oui, et plus d'autonomie aussi à l'égard de la Chine, notamment dans les approvisionnements. Ça, il l'avait déjà soulevé lors de la crise du Covid sur les fournitures de masques, mais pas seulement, il y est revenu à nouveau aujourd'hui. Et oui, parce qu'avant ce discours, Emmanuel Macron avait provoqué la polémique en appelant l'Europe à prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis sur la question de Taïwan, prononcée en pleine manœuvre chinoise au large de l'île indépendantiste. Ces propos ont choqué jusqu'à Taïwan même, où la porte-parole du parti démocrate progressiste au pouvoir, affirme qu'il est important que nos amis et les pays démocratiques en Europe comprennent que la sécurité dans la région Pacifique est directement liée à celle des pays européens. On fait le tour à présent des autres réactions avec Axel Simon. Plus de 2 jours après leur parution dans le quotidien économique Les Échos, les propos du président français continuent de susciter la controverse. Dimanche de retour de Pékin après 3 jours de visite officielle, Emmanuel Macron a exhorté l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan, se refusant à entrer dans une logique de bloc à bloc. Défendant une vision d'autonomie stratégique, il appelait à l'indépendance et à la souveraineté européenne face aux alliés américains,
pour défendre une pensée stratégique propre à l'Union européenne. Des remarques qui, pour certains, comme le Premier ministre polonais notamment, compromettent l'avenir de l'alliance entre l'Europe et les États-Unis. Mais dès lundi soir, la Maison-Blanche temporisait, renouvelant sa confiance. Je laisserai le président Macron faire les commentaires qu'il souhaite faire. Nous avons parfaitement confiance dans l'alliance solide et la forte amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble dans la région Indo-Pacifique, sur l'Ukraine évidemment, en Afrique, sur le Sahel contre les menaces terroristes. Notre coopération bilatérale est de grande qualité. Donc nous nous concentrons là-dessus. La polémique a également enflé parce que certains en Europe ont jugé que le président français avait fait cavalier seul, sans se concerter avec les Européens. Autant il peut parler au nom de la France, et encore cela suscite un certain nombre de réactions, autant il ne peut pas parler au nom de l'Europe, car naturellement l'Europe fait confiance aux États-Unis. Regardez la Pologne, regardez les Pays-Bas, l'Allemagne qui continue à livrer, à acheter des avions F-16 aux Américains. Il n'y a pas aujourd'hui de défense européenne, il n'y a pas de défense stratégique européenne. Mardi, par la voix du porte-parole de la Commission européenne, Bruxelles a indiqué que l'Union européenne reste fermement opposée à toute tentative de modification par la force du statu quo existant à Taïwan. Alors Patricia, bourde ou bien geste délibéré d'Emmanuel Macron dans cette affaire? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'Emmanuel Macron peut avoir de bonnes idées comme l'indépendance stratégique, qui en soi est une très bonne idée. Faire une Europe de la défense est une bonne idée. Faire une Europe forte économiquement est une bonne idée. Par contre, la mise en musique de ces idées est souvent catastrophique. Là, monter dans un avion à son retour de Chine, où on a espéré avoir peut-être des contrats qu'on a eus très modérément, où on a espéré, où on a dit en tout cas qu'on espérait infléchir la position chinoise, ou en tout cas peut-être que ça sera un négociateur potentiel pour l'Ukraine, et où rien ne se passe, donc où on n'a pas enregistré effectivement de succès, monter dans un avion et après, grosso modo, donner à l'Europe un cours de géopolitique et de géostratégie. C'est terriblement maladroit, c'est terriblement insultant pour nos partenaires. Les États-Unis, ma foi, s'ils n'étaient pas venus en Europe, eh bien Moscou serait à Kiev. Donc il y a des choses quand même à reconnaître. Donc l'idée d'indépendance est excellente, mais il faut pouvoir la mettre en musique. Et la mise en musique, c'est de construire une unité européenne autour de cette idée d'indépendance stratégique. Je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas certaine que les Polonais, que des gens dans l'ex-Europe de l'Est, ce qu'on appelait, ou même plus près de chez nous, aient une folle envie de s'éloigner ou d'indiquer aux Américains que, ma foi, on prend notre indépendance stratégique. Et en plus, il faut se doter des moyens. Donc c'est intéressant le discours de La Haye, parce que là, c'est essayer de se doter de moyens économiques. Mais nous ne les avons pas, et je pense que nous discuterons de ces problèmes d'indépendance stratégique économique un peu plus tard. Quel est son tort, Gauthier Rybinski, Emmanuel Macron, avoir exprimé une prise de distance envers les États-Unis et donc envers Taïwan, ou le fait qu'il l'ait fait au nom des Européens? Les deux. Il y a même une troisième raison. La troisième raison, c'est qu'il n'y a rien dans ce concept je vais être méchant. La démarche du chef de l'État français ressemble à une pêche à la voie souverainiste. C'est de dire aux souverainistes, vous voyez, oui, il faut être indépendant par rapport aux Américains. Alors ça fait bicher un certain nombre de milieux. Il n'y a pas un constat réel qui a été fait quand même, justement, pendant la crise du Covid, que la France avait perdu son industrie et son autonomie? Oui, bien sûr. Mais justement, la tentative de la récupérer à travers l'Europe répond à l'une de vos questions. C'est en cela que la faute est d'avoir parlé au nom de l'Europe. Parce que certes, la France a effectivement ces travers-là, mais aussi elle est parfois supportée ou gonflée, on va dire, par les crédits allemands, par exemple. Donc là, le fait de s'être exprimé au nom de l'Europe est un tort. Deuxièmement, y compris aujourd'hui à La Haye. Y compris aujourd'hui à La Haye. Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a un deuxième aspect qu'a abordé Patricia qui est important, c'est le fait que ça peut choquer effectivement un certain nombre de pays européens. Mais moi, je suis aussi choqué que ces pays européens aient toujours deux fers au feu, si vous voulez. Un côté américain pour dire quand ça va très mal, on achète des F-35, et puis quand il faut faire le joli cœur, on est européen. Donc là, on pourrait comprendre la démarche d'Emmanuel Macron. Là où elle pêche fondamentalement, à mon sens, c'est qu'elle met la charrue avant les bœufs. Une indépendance, une autonomie stratégique, c'est-à-dire militaire, très bien.
Mais pour défendre quoi? Être suiviste vis-à-vis des États-Unis ou pas suiviste? Pas suiviste, très bien. Mais si les États-Unis, comme aujourd'hui, ont compris l'importance de ce qui se joue en Ukraine, est-ce qu'on va leur dire, au nom de cette espèce de coquetterie française de ne pas être suiviste, on va leur dire non, on ne vous soutient pas dans Taïwan? Le fond de l'affaire de l'Europe, c'est d'être à cheval sur des principes qui même peuvent servir à imposer un commerce européen. Si vous dites avec 477 millions d'habitants d'un marché... Et autant de consommateurs. Vous dites on ne vend pas ou on n'achète pas dans tel et tel cas ou à tel et tel pays. Vous allez me dire c'est idéaliste. Et après tout, c'est comme ça qu'on fait de la politique. C'est aussi en disant on tente des choses. On ne s'arc-boute pas sur la réalité pour s'y conformer. Dans ce cas-là, on peut parler d'une Europe qui va effectivement imposer un type de relation. Et à ce moment-là, l'autonomie stratégique au sens militaire du terme, elle découlera d'elle-même. Mettre la charrue avant les bœufs, c'est considérer que si on faisait une armée européenne, ça serait très bien. Mais pour défendre quoi? Il faut savoir ce qu'on défend. Mais justement, alors, en s'exprimant à 3 jours d'intervalle sur 2 aspects différents de la politique européenne, la dimension diplomatique et militaire à son retour de Chine, en évoquant notamment le sujet de Taïwan, mais pas seulement, pour appeler une distanciation, une prise de distance vis-à-vis notamment de l'allié historique, les États-Unis. Et 3 jours plus tard, aujourd'hui, donc à La Haye, en évoquant cette fois la nécessaire intégration économique européenne. Est-ce qu'Emmanuel Macron, justement, ne lie pas les 2 sujets? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut voir, justement, ce que disait Gauthier à l'instant? C'est-à-dire, on ne peut faire pression sur des ensembles que sont les États-Unis et les Américains que si l'on avance unis, fort de notre marché et de notre potentiel. Vous avez prononcé un mot important, si on avance unis. Oui. Et justement, on n'est pas aussi unis qu'il n'y paraît. On a une union économique européenne pour faire du business entre nous, mais on n'a pas justement de politique étrangère commune, à part effectivement soutenir l'Ukraine, et merci aux Américains quand même. On n'a pas vis-à-vis de cette mer de Chine et de la façon dont la Chine grignote, envahit des petits atolls, il pose des bases militaires. Ce détroit de Formose, c'est 30% du commerce mondial. Si un jour les États-Unis et la Chine sont en guerre, et nous, qu'est-ce qu'on a préparé comme riposte? Alors effectivement, on va vous dire, il faut construire cette indépendance économique. Et là, effectivement, elle est importante. Il est important cet accord qui va être conclu sur tout ce qui est semi-conducteur avec les Danois qui sont très en avance. Ça, c'est important. Mais c'est tout petit. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est colossal, c'est beaucoup plus important. Et par exemple, ce que veut faire Emmanuel Macron, qui a des bonnes idées, mais qui, je vous le dis, ne sait jamais les mettre en œuvre, eh bien, par rapport à ce plan de financement européen qui devrait être débloqué, mis en œuvre, etc., lui veut emprunter. Les Danois, pas du tout. Ils disent on a assez d'argent dans les caisses en Europe, on n'a qu'à se servir de nos économies européennes. Parce que les Danois, c'est des économes par essence. Là, les 2 hommes ne sont pour l'instant pas d'accord. Et ce qu'Emmanuel Macron va faire avant tout dans ce voyage, c'est essayer de convaincre le Premier ministre européen danois d'être un peu moins économe. Alex Le Bourdon à Bruxelles, ça laisse des traces, les propos du chef de l'État français, ce qu'il a tenu à nos confrères des Échos. Et du coup, comment ont été perçus finalement ces autres propos cet après-midi, cette fois sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne? Écoutez, on le sait, au sein de l'Union européenne, ces questions de souveraineté et d'autonomie stratégique ne font pas l'unanimité. Pour ce qui est, par exemple, de la réponse européenne aux subventions américaines à l'industrie verte, il s'agit finalement d'une forme de protectionnisme européen. Et ça ne plaît pas du tout, par exemple, à un pays comme les Pays-Bas, là où Emmanuel Macron prononçait son discours. Alors pourtant, le président français et le Premier ministre néerlandais sont du même groupe politique au niveau européen, mais il est attaché au libre-échange, Mark Rutte, ce qui est donc assez antinomique avec ce que propose Emmanuel Macron. Et puis on l'a dit aussi, parler d'autonomie stratégique, c'est assez délicat pour certains pays européens qui craignent un éloignement dangereux avec les États-Unis et l'OTAN, alors que Washington assure la sécurité de l'Europe en soutenant politiquement et militairement l'Ukraine. On l'a dit, c'est le cas par exemple des pays de l'Est comme la Pologne et les pays baltes, mais c'est aussi le cas de certains pays dans le nord de l'Europe.
Merci Alix Le Bourdon avec nous en direct de Bruxelles. Je passais la parole à Gauthier Ribinski dans un instant et vous vouliez faire une petite rectification, à Patricia. Que je parlais des Pays-Bas et non pas du Danemark, comme je ne sais pas pourquoi, puissance semi-conducteur sur ces puces. Et également, on le voit aujourd'hui, d'où s'exprime Emmanuel Macron. Il a aussi une certaine proximité d'ailleurs avec le Premier ministre Mark Rutte, qui fait partie aussi du groupe des libéraux européens. Et il n'y a pas forcément quelque chose de pourri au royaume des Pays-Bas. Gauthier, des propos en tout cas, ce qu'a tenu Emmanuel Macron dans son avion en retour de Chine, critiqué aussi aux États-Unis par les Républicains notamment. Oui. Si la Maison-Blanche s'abstient pour l'heure de renchérir, ça va tout de même laisser des traces, d'après vous, dans sa relation avec Washington? Bon. Ce que pourrait dire Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, c'est un petit peu, même tardivement, une réponse du berger à la bergère sur la question AUKUS et cette affaire des sous-marins australiens qui avait tant vexé la France. L'Alliance Indo-Pacifique, anglophone, bien. Là, ce qui est important, c'est que ça fait les choux gras des Républicains. Dont Marco Rubio qui dit qu'il faudrait savoir, on vient sauver les Européens et à chaque fois, il nous crache un peu dans une fois de plus l'ingratitude française. L'ingratitude française. Je ne crois pas que tout cela soit... c'est important, mais ça n'est pas capital. Ce qui est le plus important, c'est, me semble-t-il, que, y compris dans la détermination d'une démarche économique pertinente, on l'a bien vu, notamment par exemple en Europe avec la guerre en Ukraine, ça n'est pas que l'économie qui dicte l'appréciation de cette valeur, c'est l'appréciation politique. Regardez si l'Allemagne s'est liée aussi longtemps, pieds et poings au gaz russe. C'était bien sûr parce qu'ils avaient des tarifs, mais c'est quand on leur a dit qu'il y avait un danger, et on dit on ne peut pas le dénoncer parce que notre passé pèse sur nous et que si l'on dénonce quelque chose qui vient des Russes, on va nous lancer à la figure notre passé nazi. Vous voyez qu'à chaque fois, et c'est ça que nous oublions trop souvent en Occident, il y a des considérations politiques qui devraient être les premières à jouer. Et c'est qui manque beaucoup dans l'appréciation, me semble-t-il, d'Emmanuel Macron, même si on peut considérer que l'idée n'est pas absurde, c'est qu'elle n'est pas sous-tendue par une idée politique forte. Et là, il y a quelque chose qui marche pas, qui est bancal. Vous ne pouvez pas dire dans un cas de figure, nous soutenons l'Ukraine parce qu'elle représente aux yeux de l'humanité une conscience et quelque chose de capital, et dire de l'autre côté, Taïwan, non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on considère qu'il n'y a pas un totalitarisme avec des visages différents, qu'il soit chinois, qu'il soit russe, etc., à ce moment-là, on n'est plus capable de faire une politique, et y compris économique, parce que vous allez devoir naviguer, dire « Ah, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, je veux bien faire affaire avec un tel. » On sanctionne les uns et pas les autres. Oui, Patricia, les Américains, ils vont nous tenir quand même une dent, un peu comme on s'en souvient à l'époque du veto français à l'invasion de l'Irak. Oui, mais je dirais même plus, il y a dans ces propos d'Emmanuel Macron comme un accent gaullien. Vous voyez, les États-Unis... ou populiste. Prenons le bon côté des choses. Un accent gaullien. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas Charles de Gaulle, et l'époque est complètement différente. C'est-à-dire que nous sommes dans des économies très intégrées, totalement différentes, et donc jouer... Est-ce qu'on peut lui reprocher son volontarisme? Parce que vous dites qu'il va tenter de convaincre finalement les autres capitales. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire justement? Alors je crois que sur un plan diplomatique, il ne faut surtout pas annoncer la couleur et y aller avec des obus comme il le fait. Non, c'est l'inverse. Il se conduit à l'inverse d'un diplomate. Enfin, d'ailleurs, les diplomates, il ne les aime pas. Il les renvoie, il casse le quai d'Orsay, etc. Donc ce n'est pas vraiment son... Un bon diplomate, il agit discrètement, il œuvre pour ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Si on veut construire, et je dis bien construire, une indépendance stratégique, tant sur un plan politique, économique, etc., il faut prendre la réalité de tous les pays qui nous entourent. La Pologne n'est effectivement pas l'Espagne. Mais on ne bouge plus à 27, c'est quand même la rançon de l'élargissement dont hérite aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais la France s'inquiète parce qu'il y a un déplacement actuellement du centre de l'Europe. On voit bien l'Allemagne, on est plus à sa préoccupation. La préoccupation de l'Allemagne, c'est la Pologne, c'est ce qui se passe sur sa frontière Est, c'est plus ce qui se passe sur sa frontière Ouest. Et donc Emmanuel Macron s'agite beaucoup pour reconstruire des alliances dans l'Europe, et en particulier avec les Pays-Bas. Ouais. Toute petite remarque sur la méthode. Vous avez parlé de volontarisme à l'instant. La question est toujours la même. Est-ce que quelqu'un qui agit avec volontarisme agit bien ? Est-ce que quelqu'un qui reste droit dans ses bottes agit bien? En Europe, Gauthier, si on n'agit pas avec volontarisme, on ne fait plus rien du tout. On ne fait plus rien du tout. Machine, mais si vous agissez avec volontarisme pour aller
à l'abîme, ça sert à quoi? C'est-à-dire que derrière ces questions-là, il faut toujours se poser qu'est-ce qu'il y a. Je renvoie nos téléspectateurs à la célèbre bande dessinée Astérix, qui est un fleuron de la littérature française, où Obélix, le héros, dit à chaque fois « J'aime savoir pourquoi nous combattons ». Ça nous fait rire, mais on est exactement dans ce cas de figure. Et puis, est-ce que le volontarisme... Astérix quand même dans ce développement. Ben oui. Est-ce que le volontarisme, c'est des déclarations tonitruantes dans des enceintes, ou est-ce que c'est l'action? Et ben voilà, point d'interrogation. En tout cas, les États-Unis dont on parlait, où Joe Biden lui a un peu pris tout le monde de court hier, au détour de la traditionnelle chasse aux œufs, ce lundi de Pâques dans les jardins de la Maison-Blanche, le président américain n'a pas fait mystère de son envie de rempiler. Et oui, il est presque candidat. Il l'a dit à nos confrères de la chaîne américaine NBC. Voici le verbatim exact de ses propos. « Je compte être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer. Je prévois d'être là pour au moins 3 ou 4 autres chasses aux œufs, peut-être 5, 6, qu'est-ce que j'en sais ?» Voilà, s'il est donc bien candidat, sans concurrent sérieux, jusqu'à présent déclaré dans son camp, bien sûr. Et si côté républicain, Donald Trump lui emporte la mise aux primaires, comme semblent dire actuellement les sondages, c'est du moins la tendance, eh bien on s'orienterait vers une réédition donc de l'affiche de la présidentielle de 2020, du jamais vu aux États-Unis, où les perdants ont pour habitude de quitter le devant de la scène. Faut-il le redouter avec 2 candidats qui apparaissent affaiblis, pour des raisons d'ailleurs assez différentes, Patricia? En tout cas, les Américains ne veulent pas, comme vous l'avez dit, de ce nouvel... Enfin, rejouer les élections passées. C'est un peu comme les Français qui ne voulaient pas les rejouer et puis qui les ont rejouées finalement. Je ferme la parenthèse. Mais quand on regarde bien les sondages, les derniers qui sont sortis à ce sujet, 57% des Américains seraient mécontents ou très déçus si Joe Biden devenait président et 47% pour Trump. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils voteraient, mais ça veut dire que l'ensemble du corps électoral, à 50% en tout cas, ne veut pas de ces nouveaux... Ils voudraient des hommes nouveaux. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas. Le seul qui apparaissait dans le camp Trump, c'est perd complètement Ron DeSantis, Floride, réélu brillamment. Voilà. Eh bien, là, avec tout ce qui s'est passé, Trump qui s'est réinstallé en victime du système démocrate, Ron DeSantis a perdu complètement dans les sondages. Il paye la fièvre anti-système du Parti républicain. Il paye exactement, et Trump profite de tout ça, si ce n'est qu'il y a, et j'en finirai par là, que les fameux indépendants parmi les républicains, eux hésitent et se détournent un peu de Trump. Donc, si vous voulez, si on rejouait Trump-Biden, ça serait peut-être encore Biden, mais ça, les Américains n'en veulent pas. Et pour moi, c'est le signe de la crise profonde que traverse la démocratie américaine. Ça dit quoi, Gauthier, justement, de la démocratie américaine, de la société américaine, qu'on sait extrêmement polarisée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une rupture historique pour ce pays? Quasiment tous les jours, on pourrait dire qu'on assiste à des ruptures historiques en ce qui concerne ce pays. Trump, président battu, qui se représente avec des chances de figurer à nouveau. Joe Biden, qui serait le plus vieux président jamais élu et dont on sait déjà que lors de la précédente élection, c'était un peu pour beaucoup d'électeurs démocrates un choix par défaut. Est-ce qu'il n'y a pas là, là aussi un changement historique dans ce pays? Certainement. Et en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, autant c'est dommageable du côté de Trump, parce que là, on s'aperçoit que on vit dans une... Enfin, les soutiens de Trump vivent dans l'exaltation d'une transgression tous azimuts, y compris de la morale républicaine habituelle. Mais en ce qui concerne Biden, qui avait dit « je vais essayer de refermer ou de colmater un peu la fracture américaine ». 4 ans, c'est pas beaucoup. Or, quand vous regardez le personnage, alors c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de sa santé, mais souvenez-vous de son attitude lors du discours sur l'état de l'Union. C'était un type dans une forme fantastique. C'est-à-dire qu'il est, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques, il est dopé aussi, galvanisé par une forme d'adversité. Oui. Et alors on le voit d'ailleurs, ceux qui le fréquentent le disent, que quand il porte ses lunettes de soleil, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il se sent dans le coup. Mais pourquoi pas? Je veux dire par là que... Oui, mais enfin, ce que vous dites est quand même éloquent. On en est réduit tout de même à interpréter les signes de l'état de santé du président. Oui, mais ça écoutez, nous le faisions aussi en France quand le chef d'État était plus âgé que le chef d'État actuel. Ça fait partie, si vous voulez, là encore, d'un luxe de la démocratie où on se permet de pouvoir disserter sur la santé du chef de l'État et d'oblitérer ce qui se passe en réalité. Moi, vous dites qu'il ne faut pas perdre de vue le bilan.
Oui, je ne suis pas certain que le bilan de Joe Biden tel qu'il est aujourd'hui et avec justement la promesse éventuelle d'une poursuite ne serait pas finalement assez reluisant en termes des infrastructures, en termes des tentatives faites, et on sait avec quelle adversité, de sauver des pans de la santé publique, avec l'opposition à ce qu'il y a de plus réactionnaire dans la droite républicaine concernant l'avortement, etc. Et puis l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il faut lui donner un blanc-seing. D'ailleurs, on a bien vu que la retraite d'Afghanistan avait été calamiteuse. Mais au fond, si on veut considérer qu'un homme politique face au gouffre pareil que celui de la société américaine a besoin d'un peu plus de temps, pourquoi pas? Et je ne pense pas que l'argument sur l'âge du capitaine soit le meilleur quand on voit que dans beaucoup de prestations publiques, quand il est au contact de ce qui fait la rugosité de sa tâche, il est à la hauteur. Oui, c'est vrai tout de même, Patricia, on a tendance à le perdre de vue, et Gauthier fait bien de le rappeler. On reproche souvent au président finalement de ne pas tenir leurs promesses de campagne, de se recentrer une fois au pouvoir, de manquer de courage. Rien de tel, finalement, pour Joe Biden. Il n'a pas réussi une de ses grandes promesses, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est de réunifier et de penser les plaies de l'Amérique. Prête à oui, toper, mais malgré tout, il n'a pas réussi sur ce qui était une de ses grandes promesses de campagne. Alors, c'est trop court, 4 ans, non? Oui, mais trop court, je suis d'accord, trop court, 4 ans. Les Républicains lui en ont-ils laissé la possibilité? Cette promesse-là, il n'a pas réussi parce que l'Amérique est déchirée comme on le veut. Alors, en revanche, sur le plan économique, il a plutôt pas mal réussi. Mais d'aucuns lui attribuent tout de même la surchauffe inflationniste. Oui, mais malgré tout, on peut dire qu'il a pas mal réussi. Mais alors, le problème, c'est que ça n'adhère pas. Les Américains ne lui en savent pas gré. Oui. Alors, son équipe de campagne est décidée à lui faire le tour de l'Amérique. Ils vont lui faire inaugurer les ponts, inaugurer les routes, les autoroutes, les hôpitaux. Ils veulent le lancer sur tous les chemins. Et l'épuiser peut-être. Pour montrer que, finalement, ils ont fait des choses sur le plan économique. Mais c'est drôle, ça n'imprègne pas le corps électoral pour l'instant américain qui ne pense qu'à l'inflation et puis qui ne voit que Trump en victime. Merci. Ou la moitié, disons, des Américains. La moitié, ou un gros tiers même. Un gros tiers même. D'ailleurs, pour l'instant, s'il y avait un vote, ce sera plutôt Biden. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Gauthier Rybinski. C'était On va plus loin. Prochain journal dans 3 minutes. Restez avec nous.